Cette histoire commence avec un jeune homme nommé Allen, qui écrit une lettre à Lydia pour s'excuser de son départ inattendu. En ce moment, il est dans un train en direction des terres du Nord. Il s'avère que le pauvre a échoué à l'examen pour devenir sorcier de la cour. On peut voir son professeur lui dire qu'il n'aurait jamais imaginé le voir échouer à un examen. Le professeur, un peu déçu, est interrogé par Allen, qui lui demande s'il connaît un travail auquel il pourrait postuler, car il n'a plus un sou pour rentrer chez lui. Son maître lui répond qu'en effet, il a un ami qui cherche un tuteur pour sa fille, mais seulement pour la saison du printemps, avec un excellent salaire. Le protagoniste ne s'attendait pas à devenir instructeur, mais son professeur appelle immédiatement son ami pour lui annoncer qu'il a trouvé la personne parfaite pour le poste de tuteur, décrivant Allen comme l'un de ses meilleurs élèves, malgré l'ironie de son échec à l'examen. Le professeur lui précise que son élève sera la fille des Howard, l'une des 4 grandes maisons ducales, et plus précisément Tina, une jeune fille désireuse d'entrer à l'Académie royale au printemps prochain. Allen trouve l'idée d'être le professeur de quelqu'un d'aussi importante intimidante, mais il pense à une certaine Rousse, également fille d'un duc, ce qui le rassure un peu. Et, au fait, le professeur avait déjà préparé le billet de train, ce qui laisse penser que le vieux avait tout prévu. Nous revenons au présent. Allen se demande quelles aventures l'attendent. À son arrivée, un homme nommé Graham, le majordome en chef de la famille Howard, l'accueille, accompagné d'Ellie, une apprentie servante. Ils doivent se rendre à la maison dans une voiture étroite. La première idée de Graham est de demander à Allen de prendre Ellie sur ses genoux, ce qui est évidemment très gênant. Ellie et Allen refusent, trouvant cela trop inconfortable, mais elle finit par accepter, disant que ça ne la dérange pas. Oui, c'est un peu forcé, si vous voulez mon avis. Ce qui est intéressant, c'est qu'Allen, en voyant le ruban dans ses cheveux, commence à soupçonner qui elle est vraiment. Comme il fait très froid pendant le trajet, Allen utilise un sort pour augmenter la température dans la voiture, impressionnant Graham et Ellie par la facilité avec laquelle il le fait. Mais Allen leur dit que cela est facile une fois que l'on a compris le processus. Une fois arrivés à la maison, Allen aide Ellie à descendre et s'excuse auprès de son Altesse pour l'avoir mise mal à l'aise. Oui, cette fille est la princesse, et Allen l'a deviné dès qu'il l'a vue à la gare. Comment? Parce qu'elle ne ressemble clairement pas à une servante, et le ruban qu'elle porte est littéralement orné de fils d'or, ce qui rendait évident qu'il s'agissait de Tina, sa future élève. Gênée d'avoir été démasquée, elle s'enfuit immédiatement, tandis que Graham demande à Allen d'entrer dans le manoir. Graham informe la véritable Ellie de l'arrivée d'Allen et lui demande de porter ses bagages à sa chambre. Mais Ellie est très maladroite et trébuche. Allen la sauve, heureux qu'elle aille bien, et lui caresse doucement la tête. Le majordome, furieux, remarque qu'Allen est bien comme son professeur l'a décrit, un charmeur inné avec les jeunes filles. Allen, perplexe, ne sait que penser, mais Graham, agacé, lui dit qu'il est temps de rencontrer le maître. C'est ainsi que nous rencontrons Walter Howard, le père de Tina, un homme très puissant. Il remercie Allen d'avoir accepté son invitation et mentionne qu'il a parlé de lui au professeur, qui n'a cessé de vanter ses mérites, convaincu qu'il n'y a pas de meilleur candidat. Il demande à Allen s'il sait en quoi consiste le travail. Allen répond qu'il s'agit d'être le tuteur de Tina pour une saison. Walter, irrité, reproche au professeur d'avoir mal expliqué. En réalité, bien qu'Allen doive être tuteur, son rôle est aussi de convaincre Tina d'abandonner son projet d'entrée à l'académie. Pour donner plus de contexte, Walter explique la situation familiale. Il y a 4 duchés, et grâce à leur aide inestimable dans la fondation de la nation, ils ont reçu de vastes terres au nord, sud, et ouest. Les Howard gèrent les terres du nord depuis des générations et jouissent d'une grande réputation militaire. Cependant, tout cela semble s'éteindre avec cette génération. Tina a perdu sa mère très jeune, et Walter n'a que 2 filles, Stella, l'aînée, qui est entrée à l'académie mais n'est pas particulièrement talentueuse en magie, et Tina, qui n'a aucune aptitude magique, bien qu'elle possède du mana. Elle ne peut même pas lancer les sorts les plus basiques, et malgré les examens des meilleurs sorciers, personne ne comprend pourquoi. Walter trouve Tina courageuse, avec un fort sens du devoir, car elle a choisi d'aller à l'académie pour tenter d'utiliser la magie, bien qu'elle ait une autre voie. Il emmène Allen dans une zone où Tina a cultivé des plantes grâce aux connaissances laissées par sa mère dans des livres. C'est remarquable, car ces plantes ne poussent pas naturellement dans ce territoire, mais sa recherche a rendu cela possible. Walter espère que Tina restera pour continuer ce travail, qu'il juge précieux pour leur territoire. Allen réalise que ce travail sera bien plus compliqué que prévu, et tout cela à cause de son professeur. Il suggère à Walter que Tina devrait peut-être suivre le chemin qu'elle souhaite. Si elle devient capable d'utiliser la magie à un niveau suffisant pour entrer à l'académie, Walter la laissera-t-il faire? Walter répond que, si elle y parvient, il serait juste de la laisser y aller et promet à Allen de lui donner son autorisation. Allen le remercie, excité par ce défi inhabituel, une fille avec du mana mais incapable de lancer des sorts. Ce sera difficile, mais intéressant. Plus tard, un banquet de bienvenue est organisé pour Allen. Walter lui explique que tout est plus animé ici et qu'il est de coutume de manger avec les serviteurs, ce qui plaît beaucoup à Allen. Tina et Ellie arrivent,
et Walter présente sa fille, prétendant qu'elle et Allen ne se sont pas encore rencontrés. Allen, ravi, dit qu'il connaît déjà Ellie et lui demande si elle a eu froid dans la voiture. Ellie ne comprend pas de quoi il parle, et Tina change rapidement de sujet pour éviter d'être démasquée. Walter interrompt pour demander une autre faveur à Allen. Ellie est l'unique héritière des Walker, une famille qui sert les Howard depuis des générations, et il veut qu'Allen lui enseigne aussi la magie. Ellie, peu confiante, pense qu'elle est mauvaise en magie et ne veut pas causer de problème. Allen lui demande si elle souhaite vraiment aller à l'académie avec Tina. Elle répond qu'elle adorerait, car elle aime beaucoup mademoiselle Tina. Allen la félicite et lui caresse la tête, ce qui déstabilise les deux filles. Ellie demande à Allen de la tutoyer et d'abandonner les formalités, ce que Tina et Walter approuvent. Soudain, un petit chat noir arrive, c'est Anko, le familier du professeur qui a recommandé Allen. Plus tard, Allen se rend dans la serre et entre dans une pièce où se trouve Tina. Il la taquine en l'appelant d'Altesse, ce qui l'agace, car ils avaient convenu d'abandonner ces formalités. Elle lui interdit aussi de mentir et se dit prête à entendre des vérités douloureuses. Allen promet d'être honnête, mais pense qu'elle semble tendue, probablement blessée par son incapacité à utiliser la magie, ce qui a créé des insécurités. Il lui annonce qu'ils ne commenceront pas encore les leçons pratiques, mais qu'il va lui faire passer un examen écrit. Il explique que l'entrée à l'Académie royale comprend une partie écrite, un entretien et une épreuve de magie. Vu qu'elle veut se concentrer sur la magie, Allen veut d'abord évaluer ses connaissances écrites. Tina doute, car les examens changent chaque année, mais Allen clarifie que ce n'est pas vrai, les épreuves suivent des schémas qui se répètent sur des décennies ou des siècles, ce que peu de gens remarquent. Il lui donne une feuille avec des questions types et lui demande de les résoudre aujourd'hui. Plus tard, Allen admet que Tina est aussi intelligente qu'une de ses connaissances, Lydia Leinster, du Duché du Sud, dont il semble ne pas pouvoir se débarrasser. Lydia est forte, intelligente, cultivée, possède beaucoup de mana et a maîtrisé un sort suprême appelé Oiseau de Feu. Allen mentionne cela car Tina semble être à son niveau en termes de connaissances. Le lendemain, il lui rend l'examen, la félicite et annonce qu'ils se concentreront désormais sur la magie pratique. Tina se décourage, craignant d'échouer comme toujours et de décevoir ses professeurs. Allen la rassure, disant qu'il n'y a rien de mal à cela, car lui-même a récemment déçu son propre maître. Tina doute, ayant entendu qu'il est talentueux, connu comme le cerveau de la noble lame. Allen explique qu'on le connaît seulement parce qu'il supporte les excentricités de Lydia. Il avoue avoir moins de mana que la moyenne et pense n'avoir été admis à l'université que grâce à sa capacité à gérer Lydia. Il ajoute que l'académie est très stricte, avec des cours rigoureux et un taux d'échec élevé. Avant de commencer la leçon, il lui demande si elle veut vraiment aller à l'académie ou si elle y va par obligation. Tina insiste, elle veut y aller par choix, pas par devoir. Allen mentionne qu'elle pourrait rester et continuer ses recherches sur les plantes, mais Tina avoue qu'elle aime ses plantes, mais qu'elle a une autre motivation. Petite, sa mère lui lisait un conte où des héros utilisaient une magie puissante, et elle a toujours voulu faire de même avec la grande magie. Allen note qu'aucun maître de cette magie n'est encore en vie, mais ils doivent essayer. Tant qu'elle est déterminée, ils trouveront un moyen. Soudain, Ellie arrive, maladroite comme toujours, et trébuche, faisant voler des bougies. Allen la rattrape et utilise sa magie pour poser les bougies sur la table. Tina, jalouse, leur demande de s'éloigner. Allen commence la leçon en demandant à Tina de parler des éléments de base. Elle explique qu'il s'agit du feu, de l'eau, du vent, de la terre, de la foudre, de la lumière et des ténèbres. Chaque personne naît avec une affinité pour l'un de ces 7 éléments. La famille Howard excelle dans l'eau et le vent, qu'ils combinent pour créer de la magie de glace. Allen dit que c'est à moitié correct et lui demande ce qu'elle sait des forces et faiblesses. Par exemple, hier, il a régulé la température dans la voiture avec 3 éléments, feu, eau et vent. Bien qu'on pense que l'eau et le feu sont opposés, il a une théorie étrange selon laquelle il n'existe pas d'affinité spécifique avec un élément. Il veut qu'elles ouvrent leur esprit et essaient différents éléments. Il demande à Ellie quel type de magie elle maîtrise, et elle répond, feu et vent. Il lui demande d'allumer une bougie, ce qu'elle fait facilement, puis de créer du vent. Elle y parvient partiellement, et Allen la félicite pour son potentiel à utiliser 2 éléments si rapidement. Ellie doute de son talent, mais Allen pense qu'elle pourrait obtenir l'un des premiers rangs à l'examen. Autour de Tina, Allen perçoit son flux de mana, notant que sa concentration et son exécution sont impeccables, mais elle échoue à nouveau à activer un sort. Il trouve cela incroyable et pense qu'il faut découvrir pourquoi sa magie ne s'active pas. Il l'encourage, disant qu'avec assez de pratique, elle y arrivera. Il allume les bougies de différentes manières et couleurs, lui rappelant qu'on le considérait sans talent, et pourtant, il y est parvenu. Pendant ce temps, Lydia reçoit la lettre d'Allen et apprend où il se trouve. Furieuse, elle ne compte pas lui pardonner. Ensuite, Allen dit à Tina et Ellie d'expliquer comment les gens parviennent à utiliser la magie. Tina répond que c'est parce qu'ils ont du mana, et qu'avec de la recherche et de l'effort, ils ont réussi à le maîtriser. Allen acquiesce. Il reconnaît que la recherche a beaucoup progressé et que la population utilisant la magie a augmenté. Mais les personnes capables d'utiliser des sorts avancés se font de plus en plus rares chaque année. Cependant,
Les maisons ducales sont synonymes de puissance car elles possèdent des sorts suprêmes comme Flamme-Oiseau, Givre-Loup, Tornadragon et le Fumitigre. Jusqu'à aujourd'hui, personne en vie n'est capable de lancer ces sorts, ce qui fait que leur pouvoir diminue également. En entendant cela, Tina dit que la guerre du Seigneur des Ténèbres remonte à plus de 2 siècles. En tout ce temps, il devait y avoir eu beaucoup de recherches. Alors, ils n'ont rien fait. Allen répond qu'ils ont sacrifié la qualité au profit de la quantité. Il pense que la magie est utilisable parce que les éléments aident, même s'ils ne sont pas visibles. Tina réplique qu'elle pensait que cette théorie était fausse, car les sorts de feu ne sont pas plus puissants près des volcans. Pourtant, dans certains cas, les sorts d'eau gagnent en puissance. Allen reconnaît qu'elle a beaucoup de connaissances, mais il affirme que tant qu'elle n'a pas vérifié elle-même le pouvoir des éléments, elle ne peut pas croire aux expériences. Il pense que l'influence des éléments sur les élémentalistes est faible. De nos jours, la plupart des formules de sorts sont conçues pour utiliser un seul élément, c'est pourquoi il essaie d'améliorer sa formule en y ajoutant un espace vide. Il veut que Tina et Ellie essaient aussi. Il se tourne vers Ellie et lui dit qu'elle a déjà lancé des sorts de feu et de vent, donc elle devrait essayer un autre type de magie. Ellie tente mais échoue dès la première tentative. Elle s'excuse et se traite de perdante. Allen la rassure, lui demande de se détendre et de réessayer calmement. Ellie réessaie et parvient cette fois à utiliser légèrement l'élément eau. Allen la félicite. Puis il se tourne vers Tina pour qu'elle essaie à son tour. Tina tente, mais comme d'habitude, son sort ne s'active pas et elle se sent déçue. Allen l'encourage à réessayer encore une fois. Elle réessaie, sans succès, ce qui la rend encore plus triste. Plus tard dans la nuit, Allen entre dans la bibliothèque de la maison. Il est surpris de voir autant de livres. Il est venu chercher des réponses pour comprendre pourquoi Tina ne parvient pas à utiliser la magie. Il se dit que Tina a du mana, mais quelque chose l'en empêche. Alors qu'il lit, il voit quelqu'un ouvrir la porte et se cache. C'est Tina, accompagnée de sa servante. Celle-ci lui dit qu'il est tard et qu'elle devrait aller dormir. Tina l'ignore et cherche un livre. Elle le trouve et commence à le lire. La servante lui dit qu'elle ressemble à sa mère qui aimait aussi lire. Tina répond qu'elle ne peut pas utiliser la magie, contrairement à sa mère. La servante la console et lui demande comment est son nouveau professeur. Tina répond qu'il est un peu strict mais très gentil. Elle se souvient qu'Allen lui a donné son écharpe quand elle avait froid. La servante est ravie et dit qu'elle va fermer la pièce pendant que Tina part. On découvre alors que la servante savait qu'Allen était là. Elle lui demande de sortir. Allen obéit et la servante se présente comme Shelley Walker, la gouvernante de la maison. Elle lui explique que Tina est brillante et travaille dur, mais que tous ses anciens professeurs l'ont abandonnée parce qu'elle n'a pas de capacité magique. Tina en souffre beaucoup. Elle pleure en cachette, mais elle n'a jamais renoncé à l'idée d'aller à l'Académie royale. Quand elle a appris qu'Allen venait, elle était heureuse car elle savait qu'il avait entraîné Lydia. Tina admire Allen et Lady Lydia. Shelley lui demande de l'aider. Allen lui assure qu'il est là pour ça. Shelley est soulagée. Puis Allen lui fait aussi une requête. Le lendemain, Tina est en colère contre Ellie et Allen. Elle leur demande pourquoi ils sont sortis tôt le matin. Allen répond qu'il aidait Ellie à récolter des légumes. Tina devient jalouse et demande à Ellie ce qu'elle pense d'Allen, et comment elle peut sortir avec quelqu'un qu'elle n'aime même pas. Ellie répond qu'elle aime Allen. Tina est surprise, Ellie précise qu'elle l'aime comme elle aime sa grand-mère et son grand-père. Allen intervient en disant qu'elles ont une amitié très profonde, comme des sœurs. Puis il leur propose de commencer la classe. Allen montre à Ellie comment poser ses mains sur un anko. Elle suit ses instructions et ressent un peu de mana. Allen explique que c'est le mana sombre de l'anko. Ellie essaie et parvient à l'utiliser. Allen la félicite à nouveau. Il demande à Tina d'essayer. Elle essaie, mais son sort ne s'active pas. Allen la rassure en disant qu'il reste du temps. Ensuite, Allen utilise son mana sombre pour faire apparaître un petit anko. Les filles le trouvent adorable et se disputent pour le toucher. Allen leur crée une petite poupée d'anko. Allen s'en va, mais Graham lui remet une lettre de Lydia. Dans sa chambre, Allen lit la lettre. Lydia lui écrit qu'elle a reçu sa lettre et lui demande pourquoi il est allé chez les Howard. Elle lui dit qu'il aurait pu venir chez elle s'il avait besoin de travail. Elle connaît la situation de Tina et pense que cela sera compliqué pour lui aussi. Elle lui déconseille d'utiliser une certaine méthode, sauf sur elle. Elle l'accuse de lui cacher des choses. Elle termine en disant qu'elle le verra à l'examen d'entrée de l'académie et que s'il tente de lui échapper, elle le retrouvera même en enfer. Allen panique. Ellie et Tina lui demandent ce qui ne va pas. Il répond que Lydia est juste fâchée parce qu'il ne lui écrit pas assez. Ellie dit que Lydia semble beaucoup s'inquiéter pour lui. Ils reprennent l'entraînement. Ellie utilise ses sorts avec succès, et Allen est satisfait. Il affirme que la nouvelle formule fonctionne. Mais Tina ne parvient toujours pas à utiliser sa magie. Allen remarque des particules de glace. La nuit suivante, Allen lit encore et se dit que le sort de Tina est proche d'être activé. Il consulte les anciens livres. Il découvre un symbole dans un des ouvrages. En sortant, il croise Ellie qui l'invite dans sa chambre. Allen la suit. Il la remercie. Ellie lui demande de l'appeler simplement Ellie. Il accepte. Il la met en garde contre le fait de laisser entrer des garçons dans sa chambre la nuit, sauf celui qu'elle aime. Elle acquiesce. Ellie veut le remercier. Ses grands-parents l'ont serré fort dans leurs bras après avoir parlé avec lui.
Allen explique qu'il a simplement conseillé à sa grand-mère de lui dire combien il l'aime. Dans un flashback, il avait dit à Shelley qu'Ellie manquait de confiance et avait besoin d'amour familial. De retour au présent, il lui confie que sa propre famille l'aide de la même façon. Ellie raconte que ses parents sont morts quand elle était petite. La famille Howard l'a recueillie. Elle se souvient du jour de son arrivée sous la neige, de Tina qui a commencé à la suivre. Tina avait aussi perdu l'aide de sa famille. Ellie avoue avoir peur. Elle se sent incapable, dépassée par Tina. Elle a décidé de demander à aller à l'académie. Allen l'encourage. Il admire son courage et son talent. Le lendemain, Ellie réussit enfin son nouveau sort. Allen la félicite et lui demande comment elle se sent avec les autres éléments. Ellie dit que la foudre et la lumière lui font un peu peur, et que l'Anko lui enseigne la magie sombre. Mais elle pense pouvoir s'y habituer. Allen pense que les progrès d'Ellie sont excellents, mais que le problème, c'est Tina. Il lui demande d'essayer encore. Tina échoue, se met en colère et dit que rien ne fonctionne. Allen lui dit de ne pas s'inquiéter et propose une autre formule. Walter demande un rapport à Allen. Il explique que Tina a beaucoup de mana, mais qu'il ne peut pas promettre qu'elle sera prête pour l'examen. Walter lui demande s'il va la convaincre de renoncer à l'académie. Allen dit que non, car Tina est brillante en études. Walter réplique que dans la société aristocratique, ce n'est pas si simple. Une fille Howard qui ne sait pas utiliser la magie sera ridiculisée. Il demande à Allen de la convaincre d'abandonner si sa condition ne change pas. Allen accepte à contre-cœur. Tina continue de pratiquer sans succès. Allen la rejoint et lui propose de l'observer. Il remarque que sa formule disparaît trop vite. Quelque chose empêche sa magie de fonctionner, sans que la formule soit incorrecte. Il cherche une solution sans relâche. Un matin, il se réveille en retard, va sur le terrain d'entraînement et trouve Tina endormie. Il comprend qu'elle s'est entraînée toute la nuit. Tina se réveille, voit Allen lire un livre et lui demande s'il lit pour elle. Allen nie et prétend que le livre l'intéresse. Tina l'accuse de mentir. Elle l'accuse aussi de lire toute la nuit pour elle et de sauter le petit déjeuner. Elle se met en colère, lui dit qu'il devrait être fâché contre elle, car elle n'a aucun talent. Allen s'excuse, se disant qu'il a échoué comme professeur. Tina fond en larmes. Elle avoue qu'elle l'aime beaucoup, ainsi qu'Ellie, mais qu'elle est jalouse de ses progrès. En se mettant en colère, sa magie de glace se manifeste et elle ne parvient plus à la contrôler. Ellie arrive et demande ce qu'il se passe. Allen lui demande de rester en arrière. Il voit que Tina est coincée dans un cercle de glace. Tina dit alors à Allen que chaque fois qu'elle voit Ellie mieux réussir qu'elle, et qu'il la complimente pour cela, cela l'énerve profondément. Après avoir dit cela, Tina devient si bouleversée que son mana devient incontrôlable, provoquant une tempête de neige. En voyant cela, Ellie arrive et demande ce qui se passe. Allen lui dit de rester à l'écart car la situation est dangereuse. Allen commence à se demander pourquoi le mana de Tina s'est soudainement activé. Ils essayaient depuis si longtemps, et rien ne s'était produit jusque-là. Il pense que si cela continue, Tina pourrait être en danger. Il demande alors à Ellie d'aller chercher Walker, son grand-père. Elle part donc à sa recherche. Allen pense qu'il doit d'abord arrêter cette tempête. Il tente alors de la stopper avec sa magie, mais cela ne fonctionne pas. Il dit ressentir une très mauvaise sensation, comme si son cœur était écrasé. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il se dit que si la tempête ne s'arrête pas, il devra utiliser ce qu'il avait juré de ne plus jamais faire. Il s'adresse à Tina, lui demandant si elle peut l'entendre. Elle, entourée de glace, entend sa voix et demande ce qui se passe. Allen est soulagé qu'elle l'entende et lui dit de se calmer. Il lui explique que son mana est hors de contrôle, et si cela continue, elle perdra tout son mana et mourra. Tina demande ce qu'elle doit faire. Allen lui dit qu'il va lier son mana au sien pour pouvoir le contrôler. Tina demande si c'est possible. Allen répond que oui, il l'a déjà fait. Il ajoute que cela pourrait lui faire un peu mal, mais il lui demande de le laisser lier leur mana. Elle accepte, disant qu'elle a confiance en lui. Allen commence alors à lier son mana au sien, expliquant que donner son mana à quelqu'un d'autre est très risqué, mais il n'a pas d'autre choix s'il veut sauver Tina. Il la retrouve finalement, active sa magie, et leur mana se connecte. Il est choqué de voir que Tina possède un mana énorme. Il dit que ses capacités sont encore plus dangereuses que celles de Lydia. Allen peut désormais entendre les pensées de Tina. Elle pense qu'elle est inutile, se demande pourquoi elle ne peut pas utiliser la magie, et regrette d'être née. Elle demande pardon à ses parents et appelle à l'aide. Allen comprend ce qu'elle ressent et essaie de l'atteindre. Tina l'entend à nouveau. Un immense oiseau de glace passe derrière elle, ce qui choque Allen. Il remarque alors que la tempête de neige commence à se calmer. Il comprend que Tina l'aide à l'arrêter. Allen, motivé, lance un sort d'oiseau de feu qui brise la glace autour de Tina, la libérant. Heureux, il la serre dans ses bras. Puis, il revoit l'oiseau s'envoler en disant « J'ai enfin trouvé la clé ». Ensuite, l'oiseau disparaît. Allen demande à Tina si elle a entendu cette voix ou vu quelque chose. Elle dit non, qu'elle n'a entendu que sa voix à lui, et que se lier à lui était une sensation très agréable. Elle le remercie de l'avoir sauvé. Allen se réjouit qu'elle soit saine et sauve et propose d'aller chercher Ellie. Il s'apprête à partir, mais Tina le retient et lui demande de rester comme ça un moment, disant qu'il est son professeur, pour l'instant. Allen accepte,
et ils passent du temps ensemble. Mais Ellie arrive avec son grand-père, interrompant leur moment. En voyant Tina en sécurité, Ellie la prend dans ses bras, heureuse. Allen se souvient alors que Lydia lui avait dit de ne laisser personne d'autre s'approcher de lui. Il pense qu'il va devoir inventer une excuse. Mais il s'évanouit, et Graham le rattrape. Dans la scène suivante, il le ramène au lit. Ellie et Tina lui demandent s'il va bien. Il répond que oui, il est juste fatigué. Il le laisse se reposer. Ellie va chercher du thé médical. Tina demande à Allen s'il est fatigué à cause du lien de mana. Il dit que oui, mais qu'elle ne doit pas s'inquiéter, il ira vite mieux. Il ajoute qu'il a été choqué de pouvoir entendre ses pensées. Tina, fâchée, lui dit qu'il l'a appelée Altesse, alors qu'elle lui avait dit de l'appeler par son prénom. Allen promet de faire attention la prochaine fois. Il dit aussi avoir appris de nouvelles choses sur sa capacité, lorsqu'il se lie à quelqu'un, il peut contrôler son mana, mais cela dépend aussi de la volonté de l'autre. Une fois le lien établi, il est plus facile de le rétablir à l'avenir. Tina lui demande s'il l'a déjà fait. Il répond qu'il l'a fait avec sa sœur Karine et Lady Lydia, et qu'il n'avait pas le choix. Il explique que lier le mana signifie avoir la vie de l'autre entre ses mains. C'est donc une capacité dangereuse à utiliser avec précaution. Il lui demande de garder cela secret, même à Ellie. Tina accepte. La nuit tombe. Allen lit encore, pensant à l'oiseau de glace qu'il a vu derrière Tina. Il se demande quel est son lien avec elle. Il réalise qu'il doit faire plus de recherches. Le lendemain, ils se rendent dans une nouvelle zone d'entraînement, l'ancienne étant endommagée. Allen remarque que l'endroit est grand et demande à Tina d'activer un sort. Elle accepte, mais Anko devient nerveuse et s'accroche à Ellie, ayant peur. Finalement, Tina réussit à utiliser sa magie, générant tellement de glace qu'elle perce le toit. Tous sont impressionnés par sa puissance. Allen pense que peut-être l'oiseau l'empêchait d'utiliser sa magie, et que maintenant, grâce au lien de mana, elle peut utiliser ses commandes magiques. Il la félicite et lui dit qu'elle doit apprendre à mieux contrôler sa puissance. Tina le serre dans ses bras, ravie de réussir enfin. Allen dit qu'il est fier d'elle et qu'elle mérite les fruits de son travail. Ellie vient aussi féliciter Tina, émue. Allen dit à Tina qu'elle a encore besoin de pratique, mais qu'ensuite elle pourra entrer à l'académie. Il demande à Graham d'informer Walter, mais Graham lui répond qu'il est absent. Allen demande à être prévenu dès son retour. Ensuite, Allen écrit une lettre à son professeur pour tout lui raconter. Le professeur la reçoit le lendemain. Un autre élève lui demande s'il a reçu un message d'Allen. Le professeur dit oui, et ils lisent la lettre ensemble. Allen y explique que Tina peut enfin utiliser des sorts, mais ne les contrôle pas bien. Il demande des parchemins militaires de résistance à la glace, sinon il deviendra une statue de glace. Le professeur remarque que ce genre d'équipement est difficile à obtenir, mais il est impressionné par Allen. Ils conviennent qu'il a fait un travail remarquable. La nuit suivante, Allen continue ses recherches mais ne trouve rien. Il remarque une autre marque dans un livre, semblable aux précédentes. Il se demande ce qu'elle signifie. On voit ensuite Walter, le père de Tina, qui semble préoccupé. On ignore encore ce qu'il planifie. Le lendemain, Allen demande à Ellie d'essayer un peu de magie noire. Elle essaie, mais ne parvient pas à la maintenir. Allen lui dit de se concentrer, de penser à ce qu'elle ressent quand elle touche Anko. Elle répond qu'elle peut ressentir son mana. En réessayant, elle réussit mieux, ce qui pousse Allen à la féliciter. Il lui dit qu'elle y est arrivée. Il demande ensuite à Tina d'essayer, mais elle perd encore le contrôle, et sa glace détruit à nouveau le toit. Allen lui dit que son mana est toujours trop puissant et qu'elle doit encore se concentrer. Tina accepte, mais se plaint qu'il est plus doux avec Ellie qu'avec elle. Allen lui répond qu'elle détruit toujours le toit, alors a-t-elle vraiment besoin de gentillesse? Tina insiste que oui. Allen se rappelle alors Lydia, qui était pareille. Il remarque aussi qu'il n'a pas eu de lettre d'elle depuis longtemps. Tina et Ellie demandent à Allen à qui il pense. Elles lui disent de penser à elle et le retiennent. Graham devient jaloux et dit qu'Allen est populaire auprès des filles. Allen nie. Dans la scène suivante, Ellie utilise sa magie pour attaquer Graham. Il s'entraîne à combattre. Graham esquive avec un mouvement ultra instinctif façon Goku. Allen est impressionné. Tina explique que les Walkers doivent beaucoup s'entraîner pour servir leur seigneur. Graham contre-attaque, Ellie bloque bien. Allen la félicite. Il dit à Tina que c'est à son tour. Elle accepte et utilise sa magie sur des bougies. Cette fois, elle la contrôle mieux. Allen l'encourage. Allen et Graham discutent. Graham remercie Allen pour les progrès de Tina et Ellie. Allen dit que ce sont les filles qui ont travaillé dur. Il ajoute qu'il ne peut pas rencontrer le père de Tina et se demande s'il l'évite. Il demande ce que Walter pense des progrès de Tina. Graham dit qu'il ne peut rien dire de plus. Allen demande alors qui possède les livres marqués qu'il a trouvés. Graham refuse de répondre. Allen retourne alors lire dans sa chambre, cherchant des indices dans les livres marqués. Il pense que cela lui apprendra quelque chose sur le mana de Tina. Il pense que l'oiseau parlait d'une clé, peut-être Tina. À ce moment, Tina et Ellie arrivent, n'arrivant pas à dormir. Allen leur dit qu'il est tard et qu'elles devraient se reposer. Elles refusent. Allen leur sert du lait chaud, qu'elles apprécient. Il leur demande ensuite de retourner dans leur chambre sans bruit. Ils continuent d'étudier, remarquent une chose commune entre les livres,
mais voit alors qu'elles se sont endormies. Ému par leurs efforts, il dit qu'il espère qu'elles pourront aller ensemble à la Royal Academy. Le lendemain, Allen continue leur entraînement. Graham vient lui dire que Walter veut le voir. Allen accepte. Walter dit qu'il a beaucoup réfléchi, et a décidé que Tina ne passera pas l'examen d'entrée. Allen se met en colère, disant qu'elle réussira avec d'excellentes notes. Walter le remercie pour tout ce qu'il a fait mais reste ferme, Tina n'a pas assez d'expérience, donc elle ne peut pas aller à l'académie. Allen insiste, il a écrit dans son rapport que Tina contrôlait son mana depuis quelques jours. Walter répond qu'Allen n'a plus son mot à dire et qu'il est payé pour son travail. Allen, insulté, refuse l'argent et dit que Walter ne voit pas la réalité. Il ajoute que la duchesse Rosa, la mère de Tina, voulait qu'elle utilise la magie. Walter est surpris qu'il le sache. Allen explique qu'il a lu tous les livres marqués sur la magie de glace, tous laissés par Rosa, ce qui prouve qu'elle croyait que quelqu'un d'autre l'aiderait. Il montre les marques, ce qui choque Walter. Allen dit que Walter sait combien Tina a souffert, et lui demande de ne pas briser son rêve. Il s'excuse pour son comportement et accepte toute punition, mais supplie Walter de réfléchir. Walter lui demande de relever la tête. Allen dit qu'il ne veut pas que Tina abandonne son rêve d'entrer à l'académie. Walter accepte sous une condition. Allen retourne auprès de Tina et Ellie et leur dit qu'elles auront un test final. Si elles réussissent, elles pourront passer l'examen d'entrée. Elle demande quel est ce test. Allen explique que Walter fera évaluer leurs compétences par un grand sorcier à sa place, faute de temps. Elles paniquent en apprenant qu'elles devront se battre pour de vrai. Allen les rassure, il a confiance en elles réussiront, car elles sont ses élèves. Elles rougissent, et reprennent l'entraînement. Quelques jours plus tard, ils continuaient à s'entraîner. Ellie, avec ses attaques, réussit à acculer le protagoniste pour qu'il tombe dans le piège de Tina. Mais les deux se sont déconcentrés, et rapidement Allen se libéra. Lorsqu'il les attaqua avec de la magie, une fumée apparut, empêchant les filles de voir quoi que ce soit. C'est ainsi que le protagoniste remporta la victoire. Allen leur dit alors que le piège de Tina avait été bien exécuté et que les attaques au corps à corps d'Ellie devenaient de plus en plus précises. Cependant, il leur restait encore du chemin à faire, car lors de l'épreuve finale, elles affronteraient un grand mage choisi par Walter. Elles devaient donc se battre de toutes leurs forces. Quoi qu'il en soit, l'important est que l'épreuve approchait, et Allen allait leur enseigner tout ce dont elles auraient besoin. Plus tard, Tina et Ellie prenaient un bain, mais elles doutaient de pouvoir battre le professeur Allen avant le jour de l'épreuve. Heureusement, Ellie, en plus de sa magie, maîtrisait les arts martiaux enseignés par Graham et Shelley. Les deux filles promirent de s'efforcer d'être aussi formidables que leur professeur Allen, et de rejoindre ensemble l'Académie royale, quoi qu'il arrive. À ce moment-là, la petite blonde s'évanouit à cause du temps passé dans le bain. Allen la rafraîchit avec sa magie. Et il ne s'occupa pas seulement d'elle, il utilisa aussi de la magie de vent pour sécher les cheveux de Tina. Le protagoniste mentionna qu'il avait l'habitude de sécher les cheveux de sa petite sœur de cette manière, et même si elle ne semblait pas l'être, elle était une fille bien. Sa sœur, parent, était déjà à l'académie. Donc, si Tina et Ellie réussissaient à y entrer, elle serait leur supérieure. Le lendemain, ils reprirent l'entraînement avec les mêmes règles, celui qui plaçait une attaque en premier gagnait. Le combat commença, et les filles étaient plus motivées que jamais. L'attaque d'Ellie était puissante, et celle de Tina aussi, car elle lança d'un coup plusieurs morceaux de glace. Allen esquiva tout, mais réalisa que les filles voulaient créer un rideau de fumée. Il ne se trompait pas, Ellie l'attaqua aussitôt. Allen esquiva, mais la blonde continua avec de la magie noire, et un tir de glace inattendu de Tina le toucha au bras. Les filles remportèrent le combat et étaient si heureuses qu'elles voulaient continuer, mais Allen leur dit que l'entraînement s'arrêtait là, car l'épreuve finale avait lieu le lendemain et elles devaient économiser leurs forces. La nuit venue, Allen continuait à chercher sans succès des informations sur l'identité de la créature qu'il avait vue. Tina, incapable de dormir et un peu triste, vint lui demander si elle ne réussissait pas l'épreuve, cela signifiait qu'elle ne pourrait pas aller à l'académie. Le protagoniste la rassura, disant que cela n'arriverait sûrement pas. Ces mots rendirent Tina très heureuse. Elle décida alors de lui parler du conte que sa mère lui lisait lorsqu'elle était petite. Il y était question d'un lion en flammes, Léonie, d'un oiseau émeraude soigneur, Oralda, et d'un oiseau de glace qui gelait tout, Nivalgru. Les gens disaient qu'il avait la forme d'une grue, une espèce aujourd'hui disparue. Malgré cela, Tina croyait à la grande magie et voulait aller à la capitale et à l'Académie royale pour prouver que cette histoire était vraie. C'était la première fois qu'elle confiait cela à quelqu'un, et le protagoniste se sentit honoré. Il donna alors un livre à Tina, expliquant qu'il avait lu de nombreux ouvrages à la bibliothèque ces derniers mois. Certains comportaient des marque-pages et décrivaient des formules de magie de glace. Tous portaient un même sceau sur la dernière page. Tina reconnut aussitôt le sceau de sa mère. Allen lui dit que, bien qu'il n'ait jamais rencontré Madame Rosa, les notes qu'elle avait laissées montraient clairement qu'elle se souciait de l'avenir de ses filles. En fait, les sorts qu'il avait enseignés à Tina étaient des versions améliorées de ceux trouvés dans ses livres. Tina fut très émue et promit au protagoniste qu'elle gagnerait coûte que coûte. Le lendemain, sur le lieu de l'épreuve, Allen dut aller dans les gradins, car il ne pouvait pas intervenir.
Shelly remit à Tina un bâton magique, qui appartenait autrefois à sa mère. Rosa avait demandé à Shelly de le transmettre à Tina si elle apprenait la magie. En voyant le bâton, Tina comprit qu'elle n'avait plus à avoir peur. Shelly en fut si émue qu'elle se mit à pleurer, elle avait enfin accompli sa mission. Ellie voulut la consoler, mais Shelly dit à la petite blonde qu'elle croyait aussi beaucoup en elle. Peu après, les deux filles se retrouvèrent face au mage qu'elles devaient affronter. Mais ce mage n'était autre que le père de Tina, dissimulé sous un masque magique. Graham dressa rapidement une barrière pour leur permettre de combattre librement. Le duel commença. Ellie et Walter s'affrontèrent au corps à corps, mais il l'envoya voler en un instant. Elle ne se laissa pas faire, utilisa sa magie pour rendre le sol glissant et fixa les pieds de Walter avec de la glace. Les formules magiques d'Ellie étaient précises et variées, mais c'était maintenant au tour de Tina de briller. Elle lança plusieurs projectiles de glace, mais cela ne blessa même pas Walter. Elle tenta de le lier, sans succès. Les filles prirent alors de la distance et essayèrent de lui tendre un piège. Walter ne tomba pas dedans, alors Tina lança une attaque basique, suivie par Ellie qui le plongea dans une nuée de magie noire. Quand Walter retrouva la vue, elles l'attaquèrent ensemble, mais il parvint à repousser leurs attaques. Reconnaissant leur talent, Walter invoqua les glaces jumelles, un sort de magie avancé. Ellie commença à désespérer, mais Tina la calma en lui rappelant qu'elle n'avait qu'à faire ce qu'Hélène leur avait appris. Depuis les gradins, le protagoniste les encouragea, ravivant leur détermination. Ensemble, elles repoussèrent le sort avancé. La magie que Tina utilisait allait au-delà de ce qu'Hélène lui avait enseigné. Il fut surpris, et Shelly fut émue de voir la petite fille grandir. Les filles demandèrent à Walter d'abandonner, mais il refusa et prépara son sort ultime. Hélène sut que la barrière ne tiendrait pas, car tout commençait à geler. Il ordonna alors l'évacuation, y compris pour Shelly. Puis, il descendit des gradins pour remplacer Graham comme arbitre, malgré le danger. Tina comprit quel sort Walter préparait, un sort que seul son père pouvait utiliser, pensait-elle. Une violente tempête de neige s'abattit. Malgré leur incertitude, les filles ne renoncèrent pas. Elles étaient les élèves d'Hélène, elles ne pouvaient pas perdre. Un loup blanc sortit du cercle magique de Walter, c'était le loup des tempêtes, magie suprême du duché de Howard. Hélène donna à Graham une barrière militaire pour qu'il en dresse une seconde autour du champ de bataille. Hélène confia cette mission à Graham, puis appela ses élèves. Mais les filles lui demandèrent de ne pas intervenir, juste de les observer. Walter lança le loup à l'attaque. Ellie se rappelle qu'Hélène lui avait dit un jour qu'il avait un avenir prometteur, alors elle essaya un sort de feu, mais il ne fit rien au loup. Tina se souvint des mots de son maître, lança un sort de glace et réussit à geler le loup, mais il se libéra rapidement. Walter dit que si elle voulait vraiment se battre, elle devait utiliser de la magie suprême aussi. Le loup attaqua de nouveau, mais les filles s'en sortirent. Hélène demanda à Tina d'essayer de reproduire la formule du loup des tempêtes. Hésitante, elle regarda son bâton. Pendant ce temps, Hélène demanda à Ellie de la couvrir. Walter trouva cela fascinant. Puis, les deux filles s'allièrent. Quand Walter lança son loup, Tina réussit d'une manière ou d'une autre à copier le sort. Deux loups s'affrontèrent sur le champ de bataille. Hélène savait que la formule de Tina était encore imparfaite, et que si ça continuait, elles allaient perdre. Mais Tina ne comptait pas abandonner. Elle prit son ruban et l'enroula autour de son bâton, comme le faisait la dame de glace dans le conte que sa mère lui lisait. Elle demanda à sa mère de lui accorder sa force. Soutenue par Ellie, une grue glaciale apparut et détruisit le loup du duc. Sa magie était si puissante que la grue s'éleva dans le ciel et fit tomber la neige. Quelques jours plus tard, Hélène, Tina et Ellie se préparaient à partir pour la capitale. Walter arriva, un peu blessé, et dit à sa fille qu'elle avait réussi l'épreuve avec les honneurs, qu'il avait eu l'impression de revoir sa femme. Il s'excusa auprès de Tina, car il avait eu peur de la perdre. Elle l'enlaça et lui demanda de s'occuper de ses plantes. Walter la rassura, et Tina rejoignit Ellie, car le train allait partir. Le duc savait que la serre était trop petite pour une pousse aussi forte que sa fille. Son devoir, maintenant, était de l'envoyer dans le monde. Il demanda à Hélène de veiller sur elle, mais de ne pas la toucher, sous peine de représailles. Graham lança la même menace. Hélène précisa qu'il n'avait pas de telles intentions. Et ainsi, les trois partirent pour la capitale. Malgré tout ce qui s'était passé, Hélène était heureux d'être devenu leur tuteur. Il écrivit à Lydia pour tout lui raconter. Il ne restait plus qu'à se retrouver à la capitale. Quelques jours plus tard, le protagoniste arriva à la capitale et se rendit chez Lydia, où il fut accueilli par un sort de feu. Hélène annula évidemment le sort et dit à la rousse qu'il ne trouvait pas très correct de l'accueillir avec un oiseau de feu. En réalité, Lydia était un peu fâchée parce que le protagoniste l'avait fait attendre. Pourtant, il n'était pas arrivé en retard, mais selon la rousse, Hélène devait arriver avant elle et l'attendre. Lydia dit au protagoniste que s'il osait encore dire une bêtise, elle le couperait en deux de toutes ses forces. Hélène préféra qu'elle ne fasse pas ça, car il était bien conscient qu'il ne pourrait pas battre la jeune femme à l'épée, ni aujourd'hui ni dans 1 million d'années. Il s'excusa donc auprès de la rousse pour avoir accepté le travail de tuteur sans la consulter, ainsi que pour le fait que, même s'il était arrivé à la capitale depuis plusieurs jours,
il n'était venu la voir que maintenant, et aussi pour ne pas lui avoir dit qu'il avait échoué à l'examen pour devenir magicien de la cour. Comme Lydia avait reçu des excuses complètes, elle pardonna au protagoniste et, en l'enlaçant, lui dit qu'il lui avait beaucoup manqué. Donc, s'il devait repartir, il devrait l'emmener avec lui. Allen promit d'y penser, mais cela ne plut pas à Lydia, qui commença à le serrer encore plus fort et lui dit qu'il devait lui promettre de ne plus jamais repartir seul. C'est alors qu'Anna arriva et dit au protagoniste que la rousse avait mis une éternité à choisir une robe pour le voir. Allen avait apporté à Lydia une petite peluche et lui dit que la robe lui allait très bien. Changeant de sujet, Allen avait déjà entendu dire que Lydia serait diplômée de l'université en tant que première de sa promotion, et il la félicita aussi pour avoir réussi l'examen pour devenir magicienne de la cour. Cependant, il n'était pas sûr d'assister à la remise de diplôme, car personne n'avait jamais été diplômé deuxième de sa classe sans avoir un poste assuré, et le protagoniste n'avait pas non plus l'intention de rester tuteur. Lydia était curieuse de savoir pourquoi, tout à coup, Tina était devenue capable d'utiliser la magie. Allen, évidemment, ne lui raconta pas la vérité et dit simplement que certaines choses s'étaient produites. Au même moment, la petite bleue et Ellie passaient l'examen, et Allen était certain que cette année, Tina serait première de la classe et qu'Ellie finirait sans aucun doute parmi les meilleures. Lydia dit au protagoniste de ne pas en être si sûr, car sa petite sœur passait aussi l'examen. Lynn, la petite sœur de la rousse, était très talentueuse, mais elle avait beaucoup de concurrence, car Tina avait réussi à lancer des sorts avancés peu de temps après avoir commencé à utiliser la magie. Une semaine plus tard, les résultats des examens sortirent et Walter n'aurait jamais cru qu'elles obtiendraient d'aussi bons résultats. Tina fut première de sa promotion et très proche du score le plus élevé de l'histoire. Ellie, de son côté, termina également parmi les premières. Le duc félicita les deux filles pour leur excellent travail et dit à sa fille qu'elle était la fierté de la maison Howard. Walter voulait qu'Allen continue à être le tuteur de ses filles, mais le protagoniste refusa l'offre. Le duc savait que le protagoniste faisait cela par considération pour la famille royale, mais il lui dit que ce n'était pas nécessaire, car il n'était pas responsable de ce qui s'était passé à l'examen pour magicien de la cour. Le protagoniste fut surpris que Walter soit au courant, mais après tout, il était duc et s'informait forcément des affaires importantes. Le protagoniste avait passé l'examen pour devenir magicien et obtenu les notes les plus élevées à l'écrit et à l'entretien. Cependant, il avait terminé dernier à l'épreuve pratique et avait donc échoué. Tina et Ellie furent surprises et furieuses qu'Allen ait échoué alors qu'il était si puissant. Elles allèrent même jusqu'à traiter les examinateurs d'idiots. Walter leur expliqua que l'adversaire du protagoniste et celui qui l'examinait à l'épreuve pratique n'était autre que Gérard, le deuxième prince. Ce dernier avait provoqué Allen et même insulté sa famille et Lydia. Le protagoniste avait annulé tous les sorts du prince pendant l'épreuve et l'avait même écrasé à l'épée. Alors, le prince capricieux fit un scandale en criant au manque de respect et, comme les examinateurs ne pouvaient ignorer ses plaintes, ils décidèrent finalement de ne pas évaluer Allen. Ce fut une injustice totale. Cependant, le protagoniste ne regrettait rien. Il expliqua à Walter et aux filles qu'il ne connaissait pas ses vrais parents. Sa famille actuelle, son père, sa mère et sa petite sœur, faisaient partie du clan des loups, mais malgré cela, il l'avait élevé avec beaucoup d'affection et l'aimait encore. Et Lydia aussi s'était beaucoup souciée de lui. Il ne regrettait donc pas d'avoir réagi face à quelqu'un qui les insultait. Et c'est aussi à cause de cet incident que le protagoniste ne voulait pas causer de problème à la famille Howard. Walter dit à Allen que lui et toute sa famille seraient toujours à ses côtés et qu'il l'aiderait quoi qu'il arrive. Cependant, Tina ne pouvait pas l'accepter. Elle ne voulait pas être séparée du protagoniste et partit en courant. Plus tard, le protagoniste la retrouva et lui dit qu'il allait démissionner, car elle n'avait plus besoin de lui. En pleurs, elle lui dit qu'elle ne voulait pas qu'il fasse ça, mais au moment de dire pourquoi, elle se tut. Alors, Allen lui promit que malgré tout, il restait son tuteur et que si elles avaient besoin de lui, il viendrait en volant. Tina, sachant qu'Allen était sérieux, décida de lui faire un dernier cadeau avant son départ. La jeune fille l'embrassa et, au même moment, des flocons de neige commencèrent à tomber tout autour. Quand ils se séparèrent, le professeur d'Allen apparut en disant qu'il avait tout vu. S'il avait été Lydia, il aurait tué le protagoniste. Et s'il avait été Walter, il ne serait pas resté calme non plus. Ils avaient donc eu de la chance. Cependant, le professeur fit du chantage au protagoniste en lui disant qu'il ne dirait rien à personne à condition qu'il reste le tuteur de Tina. Il faisait tout cela parce qu'il ne voulait pas laisser partir son élève talentueux. Ainsi, le protagoniste dut rester. Quelques jours plus tard, Ellie était très heureuse parce qu'elle et Tina allaient porter le même uniforme. Cependant, la petite bleue était perdue dans ses pensées, repensant au baiser. La blonde remarqua que Tina était souvent dans la lune et soupirait beaucoup. La petite bleue expliqua qu'elle était juste préoccupée par le discours de la cérémonie d'entrée. C'est alors que Stella arriva et Tina se jeta dans les bras de sa grande sœur, disant qu'elle lui avait manqué. Stella n'avait pas pu venir pendant les vacances d'hiver parce qu'elle était occupée par ses devoirs au conseil des étudiants, dont elle était la présidente. Stella félicita les deux filles pour leur réussite et dit à Tina que, même si elle n'avait commencé à utiliser la magie que récemment,
elle était géniale pour avoir terminé première. La petite bleue dit à sa grande sœur que tout cela, c'était grâce à leur professeur. Comme les deux sœurs avaient beaucoup à se dire, Stella promit de revenir plus tard dans la soirée pour parler avec sa cadette. Quelques jours plus tard, Tina et Ellie arrivèrent sur le lieu de la cérémonie d'entrée. Allen était également présent et félicita les deux filles. Cependant, Tina était un peu timide. Cette fois, le protagoniste était en tenue de gala, car Lydia l'avait menacé de le calciner s'il ne venait pas habillé ainsi. Allen, qui vivait désormais dans le quartier ouvrier, avait dû prendre son courage à deux mains pour marcher ainsi vêtu. Il félicita encore les filles pour leur admission et remarqua aussitôt qu'Ellie avait la cravate de travers, qu'il remit rapidement en place. La petite blonde en profita pour dire à Allen que le fait qu'il reste leur tuteur la rendait très heureuse, mais elle lui demanda ce qui l'avait fait changer d'avis. Allen, incapable de répondre à la question, se contenta de dire que beaucoup de choses s'étaient passées. Comme l'heure de la cérémonie approchait, le protagoniste remarqua que Tina était très nerveuse. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, que tout se passerait bien et qu'il la regarderait depuis le public. Les filles entrèrent alors dans la salle et Lynn arriva pour saluer Allen. Elle n'était pas seule, Lisa, sa mère, et Anna étaient aussi là. Le protagoniste salua très formellement Lisa, qui lui rappela qu'il était comme son fils et ne devait pas l'appeler de manière si formelle. Lisa dit à Allen que ce matin-là, Lydia n'avait pas arrêté de se plaindre parce qu'elle devait partir à la cérémonie de nomination de la cour, alors qu'elle ne voulait aller qu'à la cérémonie d'entrée. Elle était donc très en colère. Le protagoniste supposa que la rousse voulait juste voir le grand moment de sa petite sœur, mais la servante, qui savait que ce n'était pas seulement pour ça, dit qu'elle filmerait tout avec une gemme vidéo pour le montrer à mademoiselle Lydia. Plus tard, pendant la cérémonie, il se mit à pleuvoir. Lynn fit remarquer que même s'il pleuvait, au moins il ne neigeait pas, car elle détestait le froid. Tina, sachant que la rousse était la sœur de Lydia, fut agacée par ce commentaire et dit qu'elle détestait la chaleur. Lynn dit à Tina qu'elle n'était pas si différente, même si Tina lui avait pris la première place. Et si Tina était si nerveuse, Lynn pouvait faire le discours à sa place. Mais la petite bleue n'allait pas le permettre, car ce discours représentait un miracle offert par son professeur. La cérémonie commença et le protagoniste remarqua que sa petite sœur Karen était là. Elle faisait partie du conseil des étudiants, chose qu'il ignorait. Karen lança la cérémonie d'entrée en tant que maîtresse de cérémonie. Elle était vice-présidente du conseil des étudiants et faisait partie du clan des loups. Le fait qu'elle soit issue de ce clan ne plaisait pas à certains dans le public, ce qui agaçait beaucoup Allen. Ensuite, Rod, le directeur de l'Académie royale, fit apparaître une barrière pour stopper la pluie, permettant à la représentante des nouveaux élèves de faire son discours. Tina avança alors et, morte de trac, manqua de tomber. Heureusement, Karen était là pour la retenir et lui donner du courage. Tina commença son discours en disant qu'elle ne se sentait pas digne de le prononcer, car, même si elle était née dans la famille Howard, elle n'avait jamais pu utiliser la magie jusqu'à ses 13 ans. À ce moment-là, elle était déjà prête à abandonner et pensait devoir se résigner à vivre sans rien espérer. Mais aujourd'hui, elle était là, donnant ce discours. Elle, qui il y a seulement 3 mois ne pouvait pas utiliser la magie. Si elle réalisait maintenant son rêve, c'était grâce à une personne à qui elle serait éternellement reconnaissante. Le rêve de Tina avait toujours été de pouvoir utiliser la magie. Mais désormais, elle ne pouvait pas se contenter de ça. Elle voulait apprendre beaucoup de types de magie pour se rapprocher de cette personne et pouvoir, d'une manière ou d'une autre, lui rendre ce qu'il lui avait donné. Tina se mit à rayonner en disant que, même si elle savait que l'avenir serait ardu et semé d'embûches, elle ne renoncerait pas, car maintenant, elle savait que les rêves pouvaient se réaliser, et qu'ils devaient tous s'efforcer ensemble. Elle termina son discours en charmant tout le monde. Ensuite, ce fut au tour de la présidente Stella, qui félicita les élèves pour leur admission à l'académie. Elle leur dit qu'ils pouvaient en être fiers, mais que l'admission n'était que la première étape, car le véritable chemin commençait maintenant. L'académie était très stricte, et seule la moitié des étudiants parvenaient à être diplômés en 3 ans. Mais, bien que ce soit un lieu exigeant, c'était aussi un endroit où les élèves pouvaient énormément grandir. Même Stella, en entrant, était proche des derniers rangs, mais maintenant elle était présidente du conseil des étudiants. Elle garantissait donc qu'en progressant chaque jour, de nouveaux chemins s'ouvriraient à eux. La présidente du conseil termina son discours et Lisa commenta que Lydia devrait être un peu plus sérieuse comme Stella. Ensuite, vinrent les mots du directeur. Comme il était connu pour ses discours interminables, le protagoniste dit à Lisa de faire attention, sinon elle finirait par s'endormir. Puis un message arriva du palais, Lydia s'était encore battue avec des gens et les avait même menacés de ne leur faire preuve d'aucune pitié. Rapidement, la rousse en termina avec la majorité d'entre eux et déclara qu'avec un tel niveau, il n'aurait même pas, en 1 million d'années, l'audace de mépriser Allen. Aussitôt, un autre garçon roux demanda à Lydia d'arrêter. Cependant, elle avait déjà en tête que sa prochaine cible serait Gérard. Ce blondinet lâche se cacha aussitôt derrière 2 autres pour se faire protéger. C'est alors que le protagoniste arriva, accompagné de Sa Majesté le Roi, qui demanda à Lydia d'expliquer la raison de ce conflit.
La jeune femme répondit à sa majesté qu'elle ne pouvait pas le dire ici et qu'il savait bien pourquoi. Immédiatement, le petit prince idiot se mit à se plaindre à son papa, affirmant que tout avait commencé lorsque ses aimables amis avaient simplement donné un conseil à Lydia. Ses camarades lui avaient dit qu'elle devrait mieux choisir ses fréquentations. C'est alors que la rousse s'était montrée violente. Le roux déclara aussitôt au prince Gérard que ses agissements salissaient l'honneur de la garde royale. Cependant, le prince arrogant répondit à Richard qu'au lieu de le réprimander, il ferait mieux de réprimander sa sœur Lydia, car après tout, elle était tellement têtue qu'elle avait refusé ses fiançailles. Le blond idiot, imbu de lui-même, demanda à son père de punir Lydia. Le protagoniste intervint pour dire à sa majesté que beaucoup admiraient Lydia comme la dame de l'épée et que, la connaissant depuis plus de 4 ans, il était certain qu'elle ne dégainerait pas son épée sans une raison valable. Aussitôt, le blond stupide répliqua à Haleine que le problème était que lui, un raté recalé à l'examen de la cour, entrait et sortait de la maison des Leinster à sa guise. Sachant que la famille d'Haleine appartenait au clan des loups, Gérard ajouta que c'était pour cela que Lydia avait adopté ses manières d'animal. Le protagoniste était prêt à tolérer que Gérard l'insulte lui, mais pas sa famille ni Lydia. Il dit donc au prince capricieux qu'il venait de brandir une épée extrêmement tranchante, capable de blesser mortellement le cœur d'autrui, et que, compte tenu de cela, il était fort probable que Lydia ait sorti la sienne en réponse. Sa majesté mit alors fin à la dispute et ordonna que Gérard et Lydia soient consignés chez eux pendant 1 mois, interdisant également à son fils tout contact avec l'un ou l'autre, que ce soit Lydia ou Haleine. Le prince idiot tenta de protester, disant que c'était toujours la faute de ces 2 insolents, mais le roi ordonna qu'on l'emmène. Plus tard, Haleine s'excusa auprès de Lydia d'avoir terni sa carrière impeccable. Mais la situation fut pire pour lui, car il lui fut interdit d'entrer au palais sans autorisation spéciale. Voyant que Lydia s'était fâchée à cause de lui, Haleine la remercia pour cela. Finalement, Gilles leur expliqua que tout, y compris l'arrivée du roi, faisait partie du plan du professeur. Heureusement, tout s'était bien terminé. Anna commenta alors qu'on n'aurait jamais cru que Richard, l'héritier des Lancet, n'ait rien pu faire par crainte de sa sœur. La cérémonie d'entrée étant terminée, Tina et Ellie remarquèrent que le protagoniste n'était pas là. Shelley leur raconta tout ce qui s'était passé et que, pour cette raison, il se trouvait maintenant à la demeure des Lancet. Les 2 filles aperçurent rapidement Haleine et montèrent discrètement dans son carrosse. Bien que la petite rousse n'ait pas voulu les emmener, elle dut céder. Plus tard, alors qu'Haleine s'apprêtait à quitter la demeure des Leinster, Lydia lui proposa de rester dormir pour la nuit. Mais il ne pouvait pas, car il devait préparer ses cours de tuteur. Avant qu'il ne parte, elle le retint par derrière et lui dit qu'il ne pouvait pas s'éloigner d'elle, que le fait qu'elle soit la fille d'un duc et lui un roturier n'était pas une raison suffisante, et que si quelqu'un tentait de les séparer, elle abandonnerait sa famille pour partir dans un autre pays avec lui. Ainsi, la rousse demanda à Haleine de venir la voir tous les jours. Comme il ne répondit pas, elle lui donna un coup de genou. Surpris, Haleine promit de venir aussi souvent qu'il le pourrait. Arriva alors le trio chaotique et Ellie demanda à Haleine ce qu'il faisait. Il répondit qu'il discutait simplement, mais Lynn trouva injuste que sa grande sœur monopolise le protagoniste. Changeant de sujet, Lydia dit à Tina qu'elle ne s'était pas vue depuis le bal au palais, et en profita pour la féliciter d'avoir obtenu la première place. La jeune fille lui répondit que tout cela était grâce à Haleine. Mais Lynn déclara à Tina qu'elle la battrait au prochain examen. Les 2 commencèrent donc à se défier. Lydia suggéra alors que Lynn prenne aussi des cours avec Haleine, ce qui signifiait que le protagoniste devait désormais donner cours aux 3 dans la demeure des Leinster, sans possibilité de refuser. Le lendemain, Karen croisa le protagoniste. Elle savait déjà qu'il resterait tuteur et ce qui s'était passé avec Lydia. Haleine comprit qu'il l'avait inquiétée, mais ce n'était pas qu'elle se faisait du souci, plutôt qu'il devait se mettre à sa place avant d'agir. Il promit à sa sœur de le faire et, profitant du moment, la félicita, bien que tardivement, pour son excellent travail en tant que maîtresse de cérémonie. Alors qu'il lui caressait la tête, Estla arriva. Karen présenta son frère, et en apprenant qu'il s'agissait d'Haleine, Estla resta figée, car elle admirait beaucoup Haleine et Lydia. Avec un peu de magie de Karen, Estla reprit ses esprits, se présenta rapidement et le remercia pour tout ce qu'il avait fait pour sa sœur Tina. Changeant de sujet, comme le directeur devait s'absenter pour une affaire urgente, il demanda à Karen de remettre une lettre à son frère. En la lisant, Haleine vit que le directeur avait renforcé la sécurité à l'académie, mais qu'étant occupé, il ne pouvait pas toujours être présent. Tout cela avait à voir avec le prince Gérard, bien qu'Haleine ignore encore ses intentions. Le directeur lui demanda donc de remplacer un professeur à l'académie temporairement. Plus tard, Estla, bien qu'occupée, remit à Haleine la liste des élèves et se proposa de l'accompagner en classe et d'observer. En discutant, Haleine remarqua que la jeune fille portait le même ruban que Tina, mais d'une autre couleur. Estla expliqua que c'était un souvenir de sa mère, et que lorsqu'elle le portait, elle se tenait plus droite, car en tant qu'héritière des Howard, elle devait vivre et se comporter dignement. Haleine trouvait les 2 sœurs très semblables et espérait qu'elles se motivent mutuellement, ce qui était déjà le cas puisqu'elles échangeaient régulièrement des lettres. Tina confiait souvent à sa petite sœur qu'Haleine adorait l'embêter,
ce qu'il démentit en expliquant que ce n'avait jamais été son intention. Ils arrivèrent en classe et le trio chaotique remarqua la présence d'Allen. Celui-ci expliqua qu'il serait leur professeur pour un temps. Une petite blonde et un garçon à lunettes firent remarquer qu'ils ne se souvenaient pas avoir vu quelqu'un d'aussi jeune sur la liste des professeurs, et comme cette classe regroupait les meilleurs au dernier examen, ils doutaient qu'un professeur temporaire suffise. Lynn et Tina commençaient à s'énerver, mais Allen débuta aussitôt le cours, expliquant qu'il n'utilisait pas le manuel, mais privilégiait la pratique. Le premier sujet fut les niveaux de magie. Lynn expliqua que selon leur puissance et leur effet, les sorts étaient classés en basique, intermédiaire et avancé. Il existait aussi la magie suprême, transmise par héritage dans les duchés, comme celle de sa famille, les Leinster, mais peu pouvaient l'utiliser. Allen demanda s'il y avait quelqu'un dans la salle capable de pratiquer la magie avancée. Lynn, Tina et Estla levèrent la main. Il demanda à la rousse de faire une démonstration, érigea une barrière, et Lynn lança un sort de feu avancé. Il expliqua alors que cette magie étant puissante, elle pouvait causer des dégâts autour, et qu'il fallait l'utiliser avec prudence. Lynn fit une mimique à Tina comme pour dire « j'ai gagné ». Tina voulut essayer à son tour et commença à tout geler, tentant de recréer le loup de Blizzard. Allen dut l'arrêter, et Lynn en profita pour la provoquer, disant qu'elle ne savait pas ce qu'il fallait faire ou éviter. Allen mit fin à la querelle et rappela que leur talent les plaçait au-dessus de leurs camarades, mais que ce pouvoir impliquait une grande responsabilité. Il expliqua ensuite que lorsqu'on maîtrisait l'activation des sorts composés, on pouvait combiner des magies, comme l'eau et le feu. La plupart furent impressionnés, sauf Patricia, la blonde, et le garçon à lunettes. Patricia demanda s'il pouvait combiner magie de lumière et magie des ténèbres. Il le fit aussitôt, créant un magnifique ciel étoilé, ce qui impressionna toute la classe. Le garçon à lunettes demanda alors s'il pouvait créer des animaux avec la magie. Allen fit une démonstration avec des animaux de chaque élément, ce qui émerveilla les élèves. Ellie voulut essayer et, guidé par lui, parvint à créer Anko, ce qui impressionna encore plus la classe. Allen leur dit de ne pas se décourager, évoquant quelqu'un qui autrefois ne maîtrisait que la magie basique, mais qui, grâce à un entraînement acharné à l'épée, était devenue experte au point de pouvoir couper la magie. Patricia et le garçon comprirent qu'il parlait de Lydia. Pour conclure, Estla demanda s'il pouvait utiliser la magie suprême. Il répondit que non, car il était celui qui avait le moins de mana et ne pouvait pratiquer que la magie intermédiaire, même s'il savait construire des formules avancées. Il ajouta que ce qui comptait pour réussir, c'était la persévérance et le travail acharné, sans arrogance ni repos, et sans se soucier du regard des autres. Plus tard, Allen se dit que l'idée de Lydia de leur enseigner à toutes les trois dans la demeure des Leinster n'était pas mauvaise. Mais alors qu'Ellie apportait du thé, elle trébucha. Allen la rattrapa, ce qui provoqua la jalousie de la fille aux cheveux bleus et de Lynn. La situation s'envenima lorsque Lydia arriva et décida de le punir pour son comportement. Après les cours, Tina et Ellie ont pris des douceurs ensemble. Allen et Lynn arrivèrent et Tina demanda pourquoi Lynn était avec lui. Lynn provoqua délibérément Tina en disant qu'ils étaient en rendez-vous et qu'il ne pouvait y avoir aucune autre raison. Allen expliqua qu'il était seulement passé pour déjeuner. Il ajouta qu'il était content de voir qu'elles étaient de si bonnes amies, mais qu'elles devaient essayer de baisser la voix dans le café. Les deux filles protestèrent bruyamment qu'elles n'étaient pas amies. Allen suggéra d'aller à une source chaude pour mieux se connaître. La maison ducale d'Algren en exploite une à la périphérie de la ville, et il avait entendu dire qu'elle était secrètement populaire parmi les étudiants. Les filles commencèrent à imaginer passer du temps avec Allen et s'enthousiasmèrent. Cependant, à leur arrivée, Tina parut mécontente car d'autres personnes s'étaient jointes à eux. Les filles ne s'attendaient pas à une telle foule. Allen présenta les nouveaux venus. Il expliqua que Gilles Algren avait 1 an de moins que lui à l'université et qu'il lui avait demandé conseil pour le voyage aux sources chaudes, ce qui avait conduit Lydia à se joindre à eux. Gilles expliqua qu'il ne pouvait pas ne pas lui dire et que Lydia l'aurait tué si elle l'apprenait plus tard. Lydia rit et dit que voilà les mioches. Les 3 filles furent choquées, se demandant ce qu'elle voulait dire par mioche. Anko vint aussi pour la source chaude. Mais à peine étaient-ils entrés que le gérant s'excusa et dit que les installations étaient tombées en panne la veille. Il expliqua qu'il ne pouvait pas autoriser les bains pour le moment et présenta ses excuses pour ne pas les avoir prévenus à l'avance. Tina fut dévastée. Elle avait acheté un maillot de bain juste pour cette occasion. Comment la source chaude pouvait-elle être fermée? Lydia suggéra de se détendre dans leur chambre. Elle expliqua que Gilles avait réservé les meilleures et que lui et Allen en partageraient une. Mais ensuite elle menaça Gilles, insistant pour qu'elle et Allen partagent une chambre, rappelant qu'ils avaient dormi ensemble plein de fois. Allen souhaita qu'elle ne dise pas de telles choses devant ses étudiantes. Tina protesta en disant que c'était indécent et qu'elle ne le tolérerait pas. Gilles observa qu'Allen était vraiment populaire auprès des dames. De façon inattendue, Karen et Stella séjournaient aussi là-bas. Karen expliqua que Stella ne faisait rien d'autre qu'étudier dans le dortoir et qu'elle devait parfois lui faire prendre l'air. Une autre fille, Felicia Foss, s'était jointe à eux. Elle était en pause des cours pour raison de santé. C'était vraiment dommage qu'elle ne puisse pas profiter de la source chaude. Tina eut alors une idée et proposa d'utiliser la magie pour réparer ce qui était cassé. Le gérant répondit que, bien qu'il appréciait sincèrement l'offre,
le problème n'était pas mécanique. Il expliqua que la pierre magique utilisée pour réguler la température avait disparu et que le duc Algren lui-même l'avait offerte. C'était le trésor de l'auberge. Il n'osait pas en informer le duc avant de connaître la cause, alors ils avaient prétendu que c'était une panne et présenta ses excuses. Les filles furent choquées. C'était bien plus compliqué qu'elles ne l'avaient pensé. Elles dirent qu'il semblait qu'elles allaient devoir renoncer au bain après tout. Mais Tina refusa et affirma qu'ils étaient allés trop loin pour abandonner maintenant. Elle proposa de réfléchir tous ensemble à l'endroit où la pierre magique aurait pu aller. Gilles nota que la pierre magique était lourde, donc il supposait que quelqu'un l'avait emportée exprès. Tina conclut que le coupable devait être un rival commercial qui voulait nuire à l'auberge en fermant les bains. Lynn soupira et la traita d'irréfléchie. Félicia n'était pas d'accord et expliqua que les Algren tenaient cette auberge pour revitaliser l'économie locale, qu'elle doutait qu'ils aient des rivaux ou des ennemis commerciaux et qu'elle ne pensait pas que quelqu'un ait fait ça pour nuire à l'auberge. Soudain embarrassée de sa propre audace, elle s'évanouit. Karen expliqua que Félicia venait d'une famille de marchands et qu'elle était pleine de faits comme ça. Dans ce cas, qui avait volé la pierre magique et dans quel but? Allen dit que le voleur n'était peut-être pas humain. Gilles se souvint avoir entendu parler d'une récente alerte aux monstres. Un client avait dit avoir entendu un cri terrible et le battement de grandes ailes. Ils avaient cherché le danger, mais n'avaient rien trouvé. Pourtant, des plumes flottaient dans la source, et on leur avait dit d'être prudents. Lydia supposa qu'un monstre ailé aurait pu emporter la pierre magique. Mais pourquoi? Incertain, Allen décida qu'ils allaient jeter un autre coup d'œil. La pierre magique devait rayonner du mana, donc il pourrait peut-être la localiser. Allen et Lydia enquêteraient tandis que les filles resteraient sur place. Voyant l'inquiétude de Tina, Karen la rassura en disant qu'aucun monstre ne serait à la hauteur d'Allen et de Lydia et qu'il les contacterait avec la magie du vent si quelque chose arrivait. Tina comprit pourquoi elle devait attendre, mais se sentit frustrée de ne rien faire. Ellie demanda à Karen si Allen et Lydia avaient toujours été en si bons termes. Karen répondit qu'elle avait entendu dire qu'ils étaient ensemble depuis les examens d'entrée à l'Académie royale et rappela que Lydia avait tranché les sorts avancés du directeur pendant l'épreuve. Ellie admira que Dame Lydia soit aussi impressionnante qu'on le disait. Méline ajouta qu'elle n'avait pas toujours été un prodige et expliqua que sa sœur avait travaillé 100 ou même 1000 fois plus que les autres. À une époque, elle ne savait faire que de la magie élémentaire. Rencontrer Allen avait tout changé. Pour elle, il était l'espoir, il était tout. Ils étaient inséparables. Pendant ce temps, Allen sentit des traces de mana. Voyant l'expression de Lydia, il demanda ce qui la contrariait. Lydia le plaqua contre un arbre et exigea qu'il réponde. Elle demanda s'il avait lié son mana avec quelqu'un d'autre et menaça de le trancher, de le brûler et de découper ce qu'il resterait s'il l'avait fait plus profondément qu'avec elle. Allen l'assura que ce n'était rien de tel. Lydia demanda alors pourquoi Tina n'avait pas pu utiliser la magie auparavant. Allen expliqua que quelque chose en elle empêchait ses sorts de s'activer. Il n'avait pas trouvé la réponse, alors il avait demandé de l'aide au professeur et au directeur. Ils approchèrent bientôt de la tanière du monstre. Allen envoya un signal de vent à Karen, lui demandant d'amener les filles. Il soupçonnait que la pierre magique était à l'intérieur. En entrant, ils la trouvèrent avec 3 oisillons, des oisillons de griffons. Leurs parents devaient avoir pris la pierre pour les garder au chaud. Les griffons sauvages peuvent être féroces et assez forts pour raser une ville. Stella insista pour récupérer la pierre avant que les parents ne reviennent. Ellie hésita et dit qu'ils avaient l'air si chauds et heureux, que c'était dommage de la prendre, mais qu'ils ne pouvaient pas utiliser les bains sans elle. Allen vit là une parfaite leçon extrascolaire et demanda comment ils pouvaient récupérer la pierre sans effrayer les oisillons. Tina suggéra de geler la zone pour les faire bouger. Lynn critiqua cette idée, affirmant que plus il ferait froid, plus il s'accrocherait à la chaleur. Ellie proposa de lancer les ténèbres et de la prendre furtivement. Lynn admit que c'était mieux que le plan de Tina, mais risqué, car les oisillons pouvaient appeler leurs parents. Tina répliqua en demandant à Lynn de ne pas rejeter simplement leurs idées et de proposer la sienne. Lynn dit qu'il suffisait de réchauffer la zone avec de la magie de feu pour les attirer ailleurs. Ils n'auraient pas froid et ils pourraient prendre la pierre. Karen reconnut que c'était bien, mais fit remarquer que cela revenait quand même à prendre la pierre. Elle ajouta qu'il faisait froid ici et qu'ils ne pourraient pas maintenir des sorts de feu indéfiniment. Les filles se demandèrent s'il existait un sort qui donnerait une fin heureuse à tout le monde. Karen se rappela qu'Allen disait toujours, quand ils étaient petits, de ne pas compter sur la magie pour tout, mais d'utiliser son esprit et son cœur, car parfois, ils sont plus forts que les sorts. Inspirée, Tina suggéra de créer une nouvelle pierre magique pour les oisillons. Allen approuva et expliqua que si elle ne devait fournir de la chaleur que temporairement, il pouvait le faire. Il leur donna une pierre et, ensemble, elles l'infusèrent de mana, créant un substitut chaleureux. Les oisillons l'acceptèrent avec joie. Juste à ce moment, leur mère revint et attaqua. Lydia trancha son attaque devant tandis qu'Allen et Anko utilisaient la magie de lumière pour l'apaiser. Allen rassura la créature en expliquant qu'il ne voulait pas de mal. Lynn s'inquiéta que leur pierre magique risque de perdre bientôt sa chaleur. Mais Allen dit de ne pas s'inquiéter car Gilles apporterait une nouvelle pierre depuis le stock du professeur. Il expliqua qu'il soupçonnait des griffons, alors il avait pris des dispositions à l'avance. Ils purent désormais profiter des bains sans inquiétude. Mais une fois dans le bain,
Lynn et Tina furent choqués par les silhouettes bien développées des autres. Lydia déclara que le travail d'Allen était de lui laver le dos et dit aux autres d'aller jouer ailleurs. Tina cria avec colère qu'elle ne pouvait peut-être pas rivaliser avec elle maintenant, mais qu'un jour elle pourrait l'égaler. Gilles proposa alors de laver le dos d'Allen, mais fut immédiatement menacé par Lydia et Tina. Les filles se détendirent dans la source chaude, bien que Félicia se soit sentie faible à cause de la chaleur. Lydia s'accrocha à Allen, méfiante vis-à-vis de Gilles. Après le bain, Stella coucha Félicia qui s'est évanouie à cause de la chaleur. Elle fait remarquer que tout le monde était ravi et que, grâce aux filles, ils avaient pu profiter des bains. Lynn dit à Tina que sans elle, elle aurait abandonné et serait rentrée, mais qu'elle savait parfois se rendre utile. Elle demanda ensuite où était Karen. Ne les voyant pas, les filles comprennent qu'il faut les arrêter avant qu'elles ne passent à l'action. Le lendemain matin, le gérant les remercia tous. Les filles remercièrent Allen pour ses agréables moments. Lydia s'accrocha à son bras avec possessivité et l'entraîna. Quelques jours après, on voit le trio chaotique, quand soudain arriva le prince idiot. Il s'avère que Gérard était venu pour dire à Lynn qu'elle devrait être heureuse, car il lui ferait la faveur de la faire sienne. De son côté, Allen était dans le bureau du professeur, préparant des cahiers pour ses 3 élèves. Aussitôt, le professeur apprit qu'il n'avait pas beaucoup avancé dans ses recherches sur la grue glaciale, car c'est l'un des sorts de grande magie que plus personne ne peut utiliser. À ce moment-là, Richard appela Allen, très inquiet, car quelque chose s'était passé. Revenons à Gérard, le prince idiot disait à Lynn d'accepter d'être à lui. Cependant, elle ne serait jamais avec un idiot comme lui. Le blond n'arrivait pas à croire qu'on le rejette, mais il se rendit vite compte que Tina, la fille indésirable des Howard, était également présente, et il pensa qu'elle avait une mauvaise influence sur Lynn. La cadette rousse, en colère, demanda au petit prince de ne pas se moquer de son ami, mais Gérard, complètement perturbé, déclara que tout était en réalité la faute de ce plébéien, c'est-à-dire du protagoniste. Il osa même demander à Lynn si elle s'était toutes déjà données à lui. La cadette rousse pouvait supporter que Gérard l'insulte, mais pas ses amis. Elle défia alors le prince idiot en duel, lui disant que s'il refusait, elle enverrait une requête à la famille royale pour régler leur compte un autre jour en présence de sa majesté et des 4 ducs. Ainsi, le blond n'eut d'autre choix que d'accepter. Lorsqu'ils arrivèrent sur le lieu du duel, Stella, la présidente du conseil, et Karen étaient également présentes. Les sbires du prince idiot lui dirent que c'était trop, car s'il continuait, sa réputation serait ruinée, d'autant plus que son assignation à résidence venait de se terminer. Mais le blond, furieux, menaça ses sbires avec son épée. Ainsi, Gérard s'apprêtait à attaquer Lynn. Cependant, Tina l'arrêta avec un peu de sa magie de glace. Cela ne dura pas longtemps. Stella demanda alors au prince s'il était devenu fou. Mais ce maudit lui ordonna de se taire, la traitant d'échec car elle n'avait aucune chance d'apprendre la magie suprême. C'est alors que le protagoniste arriva et remarqua que Gérard portait une épée quelque peu dangereuse. Il ordonna à ses élèves de partir, mais elles n'obéirent pas. Rapidement, le blond attaqua Allen, qui, pour gagner du temps, l'enferma dans une coupole de roche. Cela ne le retint pas longtemps, et le blond, plein de rage, promit à Allen qu'il le tuerait. Mais le protagoniste fit exploser Gérard avec de la magie noire, et les 3 filles en profitèrent pour lancer des attaques combinées. Stella réalisa alors que même sa petite sœur pouvait utiliser la magie suprême. Cependant, cela ne suffit pas, car Gérard commençait à ressembler de plus en plus à un monstre et voulait tuer tout le monde sur place. Il attaqua Lynn, puis Allen, mais Lydia arriva et, d'un coup de pied, l'envoya valser. Aussitôt, la rousse aînée demanda au protagoniste d'attaquer Gérard sérieusement. Allen n'avait pas le choix, car quelqu'un devait témoigner avant d'agir. De plus, il savait que Lydia viendrait. La rousse aînée apprécia d'entendre cela, car ils seraient toujours côte à côte, comme il se doit. Bref, Gérard était désormais à moitié monstre à cause de cette épée, mais comme Lydia ne pouvait pas simplement le couper en 2 à cause d'Allen, elle décida de le calciner. Cela ne lui fit pas beaucoup de mal. Alors, le protagoniste et la rousse firent ce qu'ils faisaient toujours, elle allait le trancher pendant qu'Allen la couvrait. Ils se lancèrent à l'attaque, et bien que le prince monstre se défendit bien, Lydia, avec une explosion, l'envoya voler. Vaincre le prince sans le tuer serait compliqué, car tant qu'il avait du mana, il était probablement immortel. Allen se demandait ce qu'était cette épée rouge, mais le directeur arriva, suggérant qu'il faudrait peut-être redessiner le Colisée, car l'explosion de Lydia avait réduit un mur en miettes. L'elfe expliqua que l'épée du prince était imprégnée des restes d'un sort de grande magie perdu, le bouclier radiant. Si quelqu'un n'avait pas assez de compétences, le mana finirait par le dévorer, le transformant en monstre ambulant. Le problème était qu'il serait difficile de le vaincre, car tant que l'épée avait du mana, elle était immortelle, et sa source était pratiquement inépuisable. En d'autres termes, le maudit prince était presque invincible. Aussitôt, le blond changea à nouveau de forme, devenant encore plus grand. Allen savait que si Lydia l'attaquait sérieusement, Gérard mourrait sur le coup. Cependant, il ne voulait pas cela, mais il ne pouvait pas non plus être trop doux, car l'attaquer sans réfléchir le renforcerait. La rousse aînée demanda au directeur,
qu'elle appela, ce maudit elfe, de s'occuper de Gérard pour le moment. Il enferma le prince dans une barrière. Sachant que Tina et Allen avaient déjà uni leur mana, Lydia dit à Tina qu'elles étaient semblables. La petite bleue devint toute nerveuse, mais Lydia la rassura, disant qu'Allen n'avait rien dit, mais que c'était évident en les voyant. Laissant cela de côté, la rousse demanda à Tina d'unir son mana à celui d'Allen et d'activer sa magie de glace au maximum, car il s'occuperait du reste. Rapidement, le protagoniste et Tina unirent leur mana, et la petite bleue dit que se tenir si près du protagoniste était très chaleureux. Bref, Lydia les sépara et serra Allen dans ses bras pour unir leur mana. Tina trouva cela injuste, car Allen ne l'avait pas fait ainsi avec elle. En plaisantant, Lydia dit à la petite que si ça ne lui plaisait pas, elle n'avait qu'à la surpasser. Le protagoniste prit les deux filles par la main et dit à l'elfe qu'il était prêt. L'elfe désactiva la barrière, et Tina commença à invoquer sa magie. À ce moment, Allen entendit une voix lui disant qu'il devait détruire cette imitation. La petite bleue acheva d'invoquer le loup de Blizzard, qui affronta Gérard et le gela complètement en peu de temps. Ce fut au tour de Lydia, qui, utilisant la technique secrète des lance-t, l'épée écarlate, se lança à l'attaque contre le monstre. Celui-ci se dégela rapidement, mais avant qu'il ne puisse attaquer la rousse, elle lui porta un coup net à la poitrine et détruisit son épée. Ainsi, les trois vainquirent Gérard, mais Stella resta traumatisée par ce qu'il lui avait dit, commençant à paniquer. Tina et Allen se lâchèrent les mains, mais le protagoniste s'effondra. Peu après, il se réveilla, conscient que c'était le prix pour s'être uni aux deux filles. Lydia, présente, lui demanda s'il savait que cela arriverait, et il n'eut d'autre choix que de lui dire la vérité. La rousse aînée, si elle avait su que le protagoniste courait un danger, aurait tué ce prince idiot. Mais Allen la serra dans ses bras et lui dit de ne pas penser ainsi. Lydia mentionna qu'en étant si près de lui, elle pouvait entendre les battements de son cœur. Pour la calmer, il lui dit qu'il était vivant. La rousse n'aimait pas qu'il change de sujet et lui rappela qu'elle se contentait d'être son épée. Le protagoniste répondit qu'il préférait la fille douce qui s'était laissé couper les cheveux pour jouer le jeu. Lydia n'en revenait pas qu'Allen ait lu ses pensées, mais comme ils avaient uni leur mana, il était inévitable que certaines de ses pensées se glissent dans son esprit. En mode tsundere, Lydia lui dit de cesser les excuses, car elle savait aussi qu'Allen et Tina s'étaient embrassés. Allen commença à expliquer que c'était une attaque surprise, mais à ce moment, le trio chaotique se tenait à la porte de la chambre d'Allen, essayant d'écouter. Richard les effraya, et elles tombèrent dans la pièce. Le roux informa le protagoniste qu'après tout ce chaos, Gérard avait été arrêté, mais son châtiment n'était pas encore décidé. Karen et Stella attendaient qu'Allen se rétablisse pour discuter avec lui. Changeant de sujet, Lydia était très en colère contre Richard pour ne pas avoir contrôlé le prince idiot, et elle le punit. À ce moment, Lisa, la mère de Lydia, arriva. Allen s'excusa auprès d'elle, sachant qu'il aurait dû attendre l'aide des professeurs et des autres, mais ne l'avait pas fait. Ayant attiré la haine de Gérard, il pensait que tout était de sa faute et dit à Lisa qu'il ne méritait pas de rester le tuteur de Lynn. Lisa demanda à la cadette rousse si elle voulait qu'Allen reste son tuteur. Elle répondit immédiatement oui, donc il n'y avait plus rien à discuter. Lisa rappela au protagoniste qu'elle le lui avait déjà dit, mais elle réaffirma que les lance-t étaient de son côté, car après tout, ses parents l'avaient confié à eux. Ainsi, Allen se réjouit et cessa de se sentir coupable. Plus tard dans la nuit, par hasard, le protagoniste rencontra Tina dans le jardin. La petite bleue admirait le magnifique jardin des Leinster, car ses plantes semblaient très heureuses. Le protagoniste reconnut que le jardin était splendide de jour, mais qu'il avait un autre charme la nuit. Laissant cela de côté, Tina dit au professeur qu'elle avait réalisé ce jour-là qu'elle ne servait à rien. Allen répondit que ce n'était pas vrai, car sa magie s'était nettement améliorée. Mais elle ne parlait pas de cela, elle avait compris qu'avec son niveau actuel, elle ne pouvait pas se tenir aux côtés du protagoniste. La seule digne de se tenir à ses côtés était Lydia. Alors que les trois filles laissaient Allen les guider, seule Lydia était digne de se tenir à ses côtés en cas de problème. Le protagoniste dit à la petite Tina qu'elle ne devait pas se traiter ainsi, car Lydia était la dame de l'épée, la fierté du pays. De plus, elle n'avait pas toujours été forte et avait dû progresser pas à pas. Aussitôt, la petite bleue promit à Allen qu'elle ne resterait pas une enfant pour toujours et qu'un jour, elle serait capable de se tenir à ses côtés. Elle le jura sur sa défunte mère, sur le ruban et le sceptre qu'elle lui avait laissé, et demanda au protagoniste de continuer à l'observer. Il répondit qu'il attendrait cela avec impatience. Mais comme il faisait très froid, il devait rentrer.